Anabase, livre 1, chapitre 1. Darius et Parysatis eurent deux fils. L'aîné était Artaxercès, le plus jeune, Cyrus. Darius, perdant ses forces et sentant que sa fin était proche, voulut avoir ses deux enfants auprès de lui. L'aîné s'y trouvait déjà. Il fit venir Cyrus du gouvernement dont il l'avait fait satrape. Il lui avait aussi donné le commandement de toutes les troupes qui se réunissent à Casteloupédion. Cyrus monta donc vers le haut pays avec Tissaphernes, qu'il croyait son ami. De ses troupes grecques, il avait aussi avec lui 300 hoplites que commandait Xénias de Parasie. Après la mort de Darius, quand Artaxercès fut installé sur le trône, Tissaphernes calomnia Cyrus auprès de son frère, prétendant qu'il complotait contre lui. Artaxercès se laissa persuader et fit arrêter Cyrus dans le dessein de le mettre à mort. Sa mère, ayant obtenu sa grâce, le renvoya dans son gouvernement. Cyrus ne fut pas plus tôt parti, après avoir couru ce danger et subi cet outrage, qu'il chercha le moyen de se soustraire à jamais au pouvoir de son frère et, s'il le pouvait, de régner à sa place. Parysatis, leur mère, était pour Cyrus, qu'elle aimait plus que le roi Artaxercès. D'autre part, tous ceux des gens du roi qui venaient le trouver, il ne les congédiait jamais sans les avoir mieux disposés pour lui-même que pour leur maître. En outre, il prenait soin des barbares de son gouvernement pour qu'ils devinssent de bons soldats et qu'ils eussent de l'attachement pour lui. Quant aux troupes grecques, il les réunissait dans le plus grand secret possible, afin de prendre le roi complètement au dépourvu. Voici donc comment il faisait ses levées d'hommes. Dans toutes les villes où il avait des garnisons, il fit passer l'ordre au commandant de prendre aussi nombreux et vigoureux que possible des gens du Péloponnèse, sous prétexte que Tissaphernes avait des desseins contre ces villes. En effet, les cités d'Ionie relevaient anciennement de Tissaphernes, à qui le roi les avait données, mais à cette époque, elles avaient toutes embrassé le parti de Cyrus, sauf Milet. En cette ville, Tissaphernes, pressentant qu'on avait les mêmes intentions, passait du côté de Cyrus, mis à mort les uns, en exila d'autres. De son côté, Cyrus, qui avait accueilli les exilés et réuni une armée, assiégeait Milet par terre et par mer, et s'efforçait de ramener les bannis, et c'était encore là, pour lui, un autre prétexte à rassembler une armée. D'ailleurs, dans ses députations au roi, il prétendait, puisqu'il était son frère, que ces villes lui fussent attribuées plutôt que Tissaphernes en fût le maître, et sa mère soutenait ses prétentions. Ainsi, le roi ne comprenait pas que l'entreprise était dirigée contre lui-même. Il pensait que son frère faisait toutes ses dépenses pour ses levées d'hommes afin de combattre contre Tissaphernes. Aussi n'était-il pas fâché de les voir en guerre. En effet, Cyrus envoyait au roi les tribus provenant des cités que Tissaphernes pouvait avoir sous son commandement. Une autre armée était réunie pour lui en Chersonène, en face d'Abydos. De la manière suivante, Cléarque était un banni lacédémonien. Cyrus, entré en relation avec lui, fut séduit par son mérite et lui donna 10 000 darics. Cléarque prit l'or et s'en servit pour lever une armée avec laquelle, en ayant la Chersonèse pour base, il faisait la guerre aux Thraces, établis au-delà de l'Hellespont, et rendait de grands services aux Grecs. Il en résulta même que les cités d'Hellespont contribuèrent volontairement de leur argent à la nourriture de ses troupes. C'était encore une armée que Cyrus entretenait ainsi, sans qu'on en sût rien. Aristippe de Thessalie était un de ses hôtes. Cet homme pressé chez lui par des factions politiques adverses va trouver Cyrus et lui demande la solde de 2000 mercenaires pour 3 mois. Il viendrait ainsi, assurait-il,
l'insu de tous. Il ordonna aussi à Proxène de Béotie, qui était son hôte, de lever le plus d'hommes qu'il pourrait et de venir le rejoindre, sous prétexte qu'il voulait marcher contre les Pisidiens, parce que, disait-il, les Pisidiens infestaient son propre territoire. Enfin, à Sophénète de Stymphale et à Socrate d'Achaïe, tous deux aussi ses hôtes, il donna les mêmes instructions. Comme s'il avait l'intention de faire la guerre à Tissaphernes avec l'aide des bannis de Milet. Et ses ordres furent exécutés. Chapitre 2. Quand Cyrus jugea que le moment était venu de se mettre en route vers le haut pays, il prétexta qu'il voulait chasser totalement les Pisidiens de son territoire et, comme s'il allait les attaquer, il réunit ses troupes barbares et grecques. Il fait alors passer à Cléarque l'ordre de venir avec toutes ses forces à Aristippe, de faire la paix avec ses compatriotes et de lui envoyer ce qu'il avait de troupes. Axénias d'Arcadie, qui commandait pour lui le contingent étranger dans les villes d'Ionie, de venir le rejoindre en ne laissant dans les acropoles que ce qu'il fallait de gens pour les garder. Il appela aussi ceux qui assiégeaient Milet et il invita les bannis à l'accompagner dans son expédition, leur promettant, s'il atteignait le but qu'il poursuivait, de ne pas déposer les armes avant de les avoir ramenés dans leur foyer. Ils lui obéirent avec plaisir, car ils avaient confiance en lui, et, prenant leurs armes, ils le rejoignirent à Sardes. Xénias, donc, avec les soldats des villes ioniennes, arriva à Sardes, à la tête d'environ 4000 hoplites. Proxène avait à peu près 1500 hoplites et 500 gymnètes, Sophénète de Stymphale 1000 hoplites, Socrate d'Achaïe environ 500 hoplites. Passion de Mégare arriva avec 300 hoplites et 300 peltastes. Il était comme Socrate, du nom de ceux qui assiégeaient Milet. Telles furent les troupes qui rejoignirent Cyrus à Sardes. Cependant, Tissaphernes, qui observait ces préparatifs, estimant qu'ils étaient trop considérables pour l'expédition contre les Pisidiens, va trouver le roi et en toute hâte, avec environ 500 cavaliers. Et le roi, dès qu'il eut appris de Tissaphernes les armements de Cyrus, commença ses préparatifs de défense. Cyrus, avec les troupes que j'ai énumérées, partit de Sardes. Il fait de travers la Lydie 3 étapes, 22 parasanges, et arrive au Méandre. Ce cours d'eau a une largeur de 2 plêtres. Un pont y était établi, fait de 7 bateaux liés ensemble. Après avoir franchi ce fleuve, Cyrus fait à travers la Phrygie une étape de 8 parasanges et arrive à Colosse, ville habitée, riche et grande. Il y resta 7 jours. Là, Ménon de Thessalie vint le rejoindre avec 1000 hoplites et 500 peltastes, Dolopès, Aenianès, Olympiens. De là, il fait 3 étapes, 20 parasanges, et arrive à Célène, ville habitée de Phrygie, grande et riche. Cyrus y avait une résidence royale et un grand parc, rempli de bêtes sauvages qu'il chassait à cheval, quand il voulait s'exercer lui et ses chevaux. Au milieu du parc coule le Méandre, qui prend sa source dans la résidence royale. Il traverse ensuite la ville de Célène. Le grand roi a aussi à Célène un palais fortifié, près des sources du Marsyas, au pied de la citadelle. Cette rivière traverse également la ville et se jette dans le Méandre. Sa largeur est de 25 pieds. C'est là, dit-on, qu'Apollon, vainqueur de Marsyas, qui avait rivalisé d'habileté avec lui, l'écorcha vif et suspendit sa peau dans la grotte où sont les sources de la rivière. C'est pourquoi elle s'appelle le Marsyas. Le palais avait été construit, dit-on, par Xerxès quand il revint de Grèce après sa défaite, de même que l'acropole de Célène. Cyrus resta 30 jours en cette ville. Il y fut rejoint par Cléarque, le banni lacédémonien, qui avait avec lui 1000 hoplites, 800 peltastes de Thrace et 200 archers crétois. Arriva en même temps Sosis, le Syracusain, avec 300 hoplites, et Agias, l'Arcadien, avec 1000. Et là, Cyrus fit la revue et le compte des Grecs dans le parc royal. Il formait un total de 11 000 hoplites et d'environ 2000 peltastes. De là, il fait 2 étapes, 10 parasanges, et arrive à Pelt,
3 jours, pendant lesquels Xenias d'Arcadie célébra les jeux en l'honneur de Zeus, Lycaios, et institua un concours. Les prix étaient des étriers d'or. Cyrus se trouvait aussi parmi les spectateurs. De là, il fait 2 étapes, 12 parasanges, et arrive au marché aux poteries, ville habitée, la dernière de la Phrygie, tout près de la Mysie. De là, il fait 3 étapes, 30 parasanges, et arrive à Zeistropédion, ville habitée. Il y resta 5 jours. Il était dû aux soldats plus de 3 mois de solde. Souvent, ils allaient jusqu'aux portes du quartier de Cyrus et faisaient leurs réclamations. Celui-ci leur donnait des espérances, gagnait du temps. On voyait bien qu'il était ennuyé, car il n'était pas dans les habitudes de Cyrus d'avoir et de ne pas acquitter. En cette ville, Epiaxa, la femme de Syénésis, roi de Cilicie, vient trouver Cyrus. On racontait qu'elle lui donna beaucoup d'argent. En tout cas, Cyrus versa alors 4 mois de solde. Cette femme avait autour d'elle une garde de gens de Cilicie et d'Aspentos. On disait aussi que Cyrus eut commerce avec la Cilicienne. De là, il fait 2 étapes, 10 parasanges, et arrive à Thempléon, ville habitée. Le long de la route coulait une source, dite de Midas, roi de Phrygie, près de laquelle Midas captura, dit-on, Silène en mêlant du vin à ses eaux. De là, il fait 2 étapes, 10 parasanges, et arrive à Tyraïen, ville habitée. La Cilicienne, dit-on, pria Cyrus de lui montrer son armée. Voulant donc la satisfaire, il fait dans la plaine une revue des Grecs et des barbares. Il ordonna aux Grecs de s'aligner et de rester immobiles, comme ils en avaient l'habitude pour le combat, et à chacun des chefs de mettre ses hommes en position. Ils s'alignèrent donc sur 4 hommes de profondeur. Ménon était à droite avec des gens, Cléarque à gauche avec les siens, les autres stratèges au centre. Cyrus inspecta d'abord les barbares. Il défilait rangés par escadron et par bataillon. Il inspecta ensuite les Grecs, en passant devant eux sur un char de guerre, tandis que la Cilicienne était dans un char de voyage. Tous les Grecs avaient des casques d'airain, des tuniques rouges, des cnémides et leurs boucliers or de l'étui. Quand il eut passé sur tout le front, Cyrus arrêta son char devant le centre de la phalange, puis, ayant envoyé Pygrès l'interprète auprès des stratèges des Grecs, il ordonna que toute la colonne chargeât, les armes en avant. Les stratèges crièrent le commandement aux soldats, et quand la trompette eut sonné, bouclier tendu, ils avancèrent. Puis ils doublèrent le pas, en poussant des cris, et spontanément se mirent à courir vers leur tente. Chez les barbares, la panique fut générale. La Cilicienne se sauva sur son char. Les gens du marché détalèrent, laissant là leur denrée. Les Grecs arrivèrent à leur tente avec des rires. La Cilicienne, à la vue du bel aspect et de l'ordonnance de l'armée, était dans l'admiration. Quant à Cyrus, il était enchanté de la terreur que les Grecs avaient causée